Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc je m'appelle Mimosa, je suis militante au nouveau parti anticapitaliste, donc le NPA en France, et je suis en direct donc de la conférence de la gauche anticapitaliste pour lutter contre le Covid-19 et Macron. Je vais vous parler de la situation sanitaire et sociale en France, où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qu'on peut construire face à cette situation. Je vais parler pendant environ 25 minutes, 20-25 minutes, et puis vous pouvez me poser des questions à partir donc des commentaires, et j'y répondrai après mon introduction. Le gouvernement fait un point tous les jours sur le nombre de contaminés, de morts, etc. Hier, on était en France à 7 560 morts, dont 2028 morts dans les EHPAD, donc qui sont nos maisons de retraite. Et 2028 morts, c'était la première fois qu'on avait les morts des maisons de retraite, justement. Plus de 28 000 personnes hospitalisées, dont plus de 6 800 cas en réanimation. Le gouvernement, il annonce depuis le 24 janvier plus de 66 000 cas de personnes infectées au Covid-19. Alors, en sachant que en France aujourd'hui, on a une politique de test qui est extrêmement faible, et cette politique extrêmement faible de tests nous empêche de savoir exactement le nombre de personnes qui sont réellement infectées par la maladie. Donc la situation en France, elle est très différente en fonction des régions. Les régions les plus touchées, c'est le Grand Est et l'Île-de-France, donc tout autour de Paris, puis le Grand Est, c'est autour des villes de Strasbourg et Mulhouse. Donc, ce sont les régions les plus touchées, où on se trouve en ce moment dans des situations dramatiques, où on se retrouve dans une situation où les hôpitaux sont saturés. Alors, saturés à plusieurs points de vue. Un, il manque des places en réanimation. Il manquait énormément de respirateurs, et il manque des lits, en fait, notamment, par exemple, en Seine-Saint-Denis, qui est un département très pauvre d'Île-de-France, où il n'y a plus de place aujourd'hui en réanimation. Et puis, à la fois une saturation parce que les soignantes, les soignants, en fait, sont débordés, et ils n'ont pas de moyens de se protéger individuellement. Il manque de tout, de masques FFP2, mais aussi de masques chirurgicaux. Il manque de blouses, il manque de surchaussures, etc. Alors, évidemment, cette situation, elle est due à une grande politique d'austérité qui était mise en place dans les hôpitaux, dans la santé en France depuis de nombreuses années. Alors c'est le cas dans plusieurs pays européens, mais c'était le cas particulièrement en France. Et donc, on s'est retrouvé dans une situation dramatique des hôpitaux publics. On a vu des mouvements sociaux des soignantes et des soignants depuis plusieurs années maintenant, mais on se souvient en particulier du mouvement des urgences qui a eu lieu pendant plusieurs mois avec le collectif Interurgence, mais aussi des aides-soignantes et des personnels des EHPAD, donc les maisons de retraite, qui alertaient sur leurs conditions de travail, mais aussi les conditions de vie dans lesquelles se trouvaient les résidentes et les résidents des maisons de retraite. Et dernièrement, on a eu toute une série de démissions des médecins chefs de service qui disaient qu'aujourd'hui, ils n'étaient plus en capacité de gérer les services tellement c'était la crise. On se retrouve à la fois avec des conditions de travail dramatiques, à la fois avec un manque de moyens, et ça, c'était avant la crise. Donc, par rapport à la gestion de la crise sanitaire, alors Mediapart a révélé il y a 2 jours à quel point en fait le gouvernement avait adapté son discours en fonction en fait de la pénurie à gérer, et notamment, je donne un seul exemple par rapport à l'étude de Mediapart, qui semble être un des exemples criants. C'est que en fait le gouvernement Hollande avait décidé d'arrêter d'avoir des stocks stratégiques de masques FFP2, qui sont les masques qui protègent le plus. Donc il n'y avait plus aucun stock, donc zéro masque FFP2 qui appartenait à l'État au moment de la crise. Et pourtant, dès la mi-février, le gouvernement Macron était bien au courant, puisque c'était la politique de son prédécesseur. Il a annoncé que la France était entièrement prête et qu'il n'y avait pas
qu'il n'y aurait pas de pénurie, que la France était complètement prête. Autre chose qui paraît complètement ridicule dans le même temps, c'est qu'une entreprise comme Airbus, qui fabrique des avions, c'est donc une production non essentielle par rapport à la crise, en fait, elle, pour continuer à faire travailler les salariés d'Airbus, elle a des masques FFP2 qu'elle donne à ses salariés, alors même que les soignantes et les soignants n'en ont pas. Et là, on voit bien à quel point le système capitaliste marche sur la tête, avec à la fois une production qui est produite, qui ne sert strictement à rien, et à la fois la question du matériel qui devrait être réquisitionné pour les soignantes et les soignants et qui ne le sont pas. Alors, rapidement sur la chronologie, parce que je pense que la majorité des pays européens ont suivi à peu près, en tout cas, on va dire, l'Italie, l'État espagnol, la France ont suivi à peu près la même chronologie à quelques jours près. On a eu dans un premier temps la fermeture de certains établissements dans les départements dits clusters, c'est-à-dire là où le virus était le plus propagé. Aussi l'interdiction de rassemblement dans des milieux confinés qui se sont faits, en gros, courant fin février, début mars, sont les premières mesures qui sont prises. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'au moment où l'épidémie était la moins propagée, il n'y a eu aucune politique de dépistage massif qui a été fait, et donc ce qui n'est toujours pas le cas aujourd'hui. Le gouvernement a prétexté un manque de tests par rapport au Covid-19, mais aujourd'hui, on sait que toute une série de laboratoires, en fait, sont en capacité de produire ces tests, notamment de laboratoires vétérinaires qui disent qu'ils pourraient les produire, et tout ce qu'ils attendent, c'est le feu vert du gouvernement. Alors, Macron, il prend la décision le 12 mars de fermer les établissements pour le lundi suivant, c'est-à-dire le 16 mars. Alors, cette décision, elle était très attendue de la part des enseignantes et des enseignants, très attendue aussi de la part de toute une partie des parents d'élèves, même si ça posait plein de questions en termes de garde d'enfants. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais par contre, elle s'est faite dans un chaos le plus total, avec des changements de décision du jour au lendemain, qui se faisait pour les enseignants qui ne savaient pas si le lundi suivant, ils devraient aller travailler dans leurs établissements, même sans élèves, puisque ça a été à certains moments, en tout cas par certains rectorats, par certains chefs d'établissement, les consignes qui avaient pu être données. Et puis, quelque chose d'assez ridicule qui a été très critiqué et à raison, c'est que dans le même temps, on ferme les établissements et de l'autre, on maintient le premier tour des élections municipales, donc du 15 mars, du dimanche 15 mars, alors que tout le monde savait très bien qu'au moment du second tour, donc du 22 mars, on serait bien plus enfoncé dans l'épidémie que l'on l'était à ce moment-là, et donc que dans tous les cas, le second tour serait forcément annulé. Donc le 14 mars au soir, on a donc le Premier ministre qui prend la décision de fermer les commerces dits non essentiels à partir de minuit, c'est-à-dire essentiellement les bars, les restaurants, plus de rassemblements tout court. Et le 16 mars est déclaré le confinement total, entre guillemets total, puisque on va en reparler dans 2 minutes, donc pour une durée de 2 semaines, donc à partir du 17 mars à midi, et qui aujourd'hui a été renouvelé jusqu'au 15 avril. Alors que l'on soit très clair, au vu du non-dépistage massif de la population, de la contagion du virus qui est assez quand même importante, de la propagation du virus et surtout du manque de matériel, du manque de moyens et la saturation des hôpitaux, c'était évident que à l'étape où on en était, le confinement était inévitable. Maintenant, le confinement qui a été imposé par le gouvernement Macron, il est d'une part hautement irresponsable et de l'autre, en fait, il renforce un État autoritaire, un État fort qui, en fait, est dans la droite ligne de ces dernières années en France avec la mise en place de l'état d'urgence à partir de 2015 et donc des passages dans la loi de politique répressive. Alors, je vais revenir sur ces éléments d'irresponsabilité de ce confinement et des mesures coercitives et répressives qui sont mises en place. Le premier élément qu'il faut savoir quand on parle du confinement, c'est qu'en France, évidemment, comme dans toute une série d'endroits, en fait, tout le monde ne peut pas se confiner.
Et en disant ça, ça veut pas dire qu'il ne fallait pas se confiner, mais c'est qu'il fallait se donner les moyens que tout le monde puisse se protéger et puisse rester chez eux. Et en fait, le logement en France est un gros problème. Alors d'une part, on a la question des sans domicile fixe et des migrants, des migrantes qui n'ont pas accès à des logements. Des gens, d'autres types de populations aussi ne peuvent pas se confiner. Les prisonniers, les migrants, les sans-papiers qui se retrouvent dans les centres de rétention et qui sont aujourd'hui dans des situations non seulement dramatiques en termes de santé de manière générale, mais en plus où le Covid-19 peut se propager très rapidement. Aucune réquisition des logements vides, aucune place en hébergement n'a été mise en place pour ces populations-là, en sachant que toute une série d'associations ont dû réduire leurs effectifs et qu'il y a toute une série de maraudes qui sont beaucoup moins importantes que ce n'était le cas avant, et donc des populations qui sont dans des situations aujourd'hui dramatiques. Ça, c'est le premier élément. L'autre élément, c'est un problème de logement général. On se retrouve face à des logements qui sont insalubres, surpeuplés. Il faut savoir qu'un foyer sur 12 en France est surpeuplé. Des logements qui sont trop bruyants, etc., etc. Et un isolement énorme de la part pour la part de la population française. Il faut savoir que c'est 9% de familles monoparentales en France, donc souvent de mères seules avec des enfants, et ensuite 35% de la population, dont la grande majorité sont des personnes âgées, qui sont dans des foyers qui comptent une seule personne, donc un isolement très grand. Ça, encore une fois, des choses auraient pu être mises en place en termes de solidarité de manière générale, de possibilité de s'auto-organiser, etc. Tout ça n'a pas été mis en place, de réquisitionner des logements vides, décents, pour que toute la population puisse être en capacité d'être dans des logements de bonnes conditions, et ça n'a pas été le cas. Et en fait, quand on voit un département comme la Seine-Saint-Denis, qui comporte les villes les plus pauvres de France, qui en fait a une propagation à la fois du virus qui a été très importante depuis ces dernières semaines, mais surtout qu'il y a un nombre de morts important, on voit la corrélation morbide, en fait, morbide entre à la fois cette population qui continue en fait de travailler, qui sont dans l'incapacité de se confiner dû aux problèmes de logement et du manque de place dans les hôpitaux de la Seine-Saint-Denis pour un nombre de populations qui est très très important. Et ça, véritablement, ça c'est une politique qui est criminelle. Alors le deuxième élément sur lequel le gouvernement est irresponsable, c'est que la situation des travailleurs et des travailleuses, on peut dire qu'il y a trois types de cas. Premièrement, il y a les salariés qui se trouvent en télétravail. Alors on a beaucoup dit c'est les cadres. Alors évidemment les cadres, eux, tranquilles, ils peuvent être en télétravail sans problème. Mais il y a aussi toute une série de travailleurs, travailleuses qui en fait font du taf de bureau, qui travaillent dans l'administration, qui sont des fonctionnaires qui aujourd'hui font du télétravail ou dans des petites entreprises et qui font du télétravail et qui sont soumis à une pression. On le sait très bien, le télétravail, c'est le burn-out, encore plus quand tu es une femme qui doit gérer les tâches ménagères, s'occuper de ses enfants, s'occuper de l'école à la maison, puisqu'il y a une grosse pression autour de la continuité pédagogique. On pourra peut-être y revenir dans les questions. L'autre élément, c'est la question du chômage. En fait, il y a toute une série de salariés qui ont perdu leur travail. Alors, le gouvernement a fait des effets d'annonce sur l'interdiction des licenciements, mais la réalité, c'est que les mises en place de chômage partiel, en fait, ne recouvrent pas un salaire total, que toute une série de salariés, en fait, n'avaient pas de contrat de travail stable et donc se retrouvent sans possibilité d'avoir le chômage. Et pendant ce temps-là, les loyers, eux, doivent être payés. Le gouvernement n'a pas pris la décision d'arrêter les loyers, y compris dans les logements sociaux. Et donc, on se retrouve, encore une fois, dans une situation de précarité telle. Exemple, les étudiants dont on sait que plus de la moitié, en fait, travaillent, dont la plupart sont dans les commerces, dans les restaurants, etc. Eh bien, en fait, ils ont perdu leur travail et en plus se retrouvent des fois dans des 9 mètres carrés, dans des 10 mètres carrés, en région parisienne, avec un vrai problème de pauvreté, de faim, etc. Et enfin, il y a le dernier secteur qui est très important et dont on ne parle pas parce qu'en fait, le confinement, ce n'est pas un confinement total. C'est en fait, il y a toute une partie de la population qui est obligée de continuer à travailler.
Alors, j'ai parlé d'Airbus tout à l'heure, il y a effectivement Airbus, mais il y a aussi d'autres entreprises de production complètement non essentielle et où on met les salariés en danger, comme c'est le cas par exemple à PSA, hein, donc qui fabrique des voitures. Si on donne l'exemple par exemple de PSA Vesoul, ce sont plus de 10% des salariés qui aujourd'hui sont suspectés d'être atteints du Covid-19. Ça, c'est une politique, encore une fois, dangereuse et meurtrière pour les salariés. Alors, c'est aussi le cas des salariés qui sont dans la production, on va dire, essentielle, mais qui en fait n'ont aucun moyen de protection et qui sont souvent d'ailleurs les travailleurs les plus précaires, les éboueurs, les caissières. Et donc, on a par exemple le cas d'Aïcha, une caissière de Saint-Denis, qui est morte des suites du Covid-19 il y a quelques jours parce qu'en fait, elle n'avait pas eu les éléments de protection de la part de son employeur, comme c'est le cas de pas mal de ses salariés. Alors enfin, irresponsable parce que les femmes sont en première ligne et il n'y a aucun moyen qui permette de, de, de pouvoir agir sur cette question-là. Alors j'ai dit les femmes, c'est celles qui, quand elles ont des gamins, s'occupent en général de l'école à la maison, s'occupent des tâches ménagères, c'est déjà le cas habituellement. Mais évidemment, c'est les premiers problèmes auxquels on pense quand on pense au confinement. Mais il y a d'autres questions euh, qui sont plus immédiates, qui sont par exemple le fait que le gouvernement a refusé l'augmentation du délai de l'interruption volontaire de grossesse, alors même que l'on sait qu'en temps de confinement, avec les hôpitaux qui sont à saturation, en fait, l'accès à l'IVG va être de plus en plus compliqué. Encore une fois, c'est pas pour citer la Seine-Saint-Denis à chaque fois, mais en ce moment, il y a un vrai problème quant à l'accès à l'IVG dans le département du 93. Et aussi la question des violences. Alors, il y avait eu quelque chose d'assez déplorable de la part de Marlène Schiappa, qui est la secrétaire d'État à l'égalité homme-femme, qui quand même déclarait dès le début du confinement que la ligne téléphonique du 3919, qui est la ligne pour les cas de violence faite aux femmes, fonctionnait toujours, alors qu'en fait, elle ne fonctionnait plus. Aujourd'hui, le gouvernement a fait encore une fois des effets d'annonce en disant que maintenant, c'est les pharmacies qui allaient prendre ça en charge. Mais en fait, c'est la police, ce ne sont pas les chiffres des féministes, c'est les chiffres de la police, repère une augmentation de 37% des violences conjugales en région parisienne et 32% au niveau de l'ensemble du territoire national. Les centres d'hébergement pour les femmes victimes de violences, c'était déjà un problème avant la crise. Donc avec une augmentation de 37%, 32%. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a pas de possibilité. Il est possible de réquisitionner les logements pour les femmes qui sont victimes de violences, pour qu'elles puissent se réfugier avec leurs enfants. La question du confinement renforce cette crise et là, encore une fois, rien n'est fait. En fait, ce qui est fait par le gouvernement, qui en fait n'a annoncé aucun chiffre au niveau des hôpitaux, au niveau de la santé, aucun chiffre concret en termes de budget. Par contre, il a fait des annonces qui, elles, sont réelles. C'est les mesures coercitives qui sont mises en place. Alors, il y a plusieurs niveaux sur les mesures coercitives. Le premier élément qui a pu faire beaucoup rire, mais en fait qui est quelque chose de finalement pas très drôle, c'est la question des déplacements et des attestations. Alors le premier élément, c'est que ces attestations, elles ont été renforcées, donc elles ont été encore complexifiées. Alors à la fois, elles nous rappellent une sombre période, hein, quand on doit avoir des laissez-passer pour se balader dans la rue. À la fois, il y avait quelque chose effectivement d'assez ridicule puisque c'était nous-mêmes qui remplissions ce papier et que a priori tu peux attester sur l'honneur un peu ce que tu veux. Mais surtout, en fait, là aussi, il y a un problème d'accès à ces attestations. Quand on ne sait pas lire, quand on ne sait pas écrire, quand on ne parle pas bien le français, que le français n'est pas notre langue maternelle, quand on est avec des difficultés de comprendre ça, quand on n'a pas d'imprimante et donc il faut recopier l'attestation. Eh bien tout ça, en fait, quand on complexifie ces attestations, ce qui a été le cas au bout d'une semaine, en fait, ça, c'est encore une fois une inégalité de traitement entre les populations. L'autre élément, c'est la question des amendes, donc des amendes qui ont été augmentées, hein, donc quand même, il faut savoir que ces amendes étaient loin d'être symboliques. Au bout de 2 jours, on avait 1,4 million d'euros
qui avaient été récupérés par les flics, qui avaient été récupérés sur les amendes, 350 000 amendes qui ont été posées. Avec ces amendes-là se sont en fait accompagnées donc d'un dispositif policier très important, mais surtout une augmentation des violences policières dans les quartiers où c'est déjà le lot quotidien. Et on a le cas, par exemple, à Aubervilliers, donc une ville de Seine-Saint-Denis, où une jeune femme de 19 ans, en fait, s'est fait taser parce qu'elle allait chercher une bouteille de lait. Ou le cas d'un livreur Deliveroo qui s'est fait pourchasser par les flics et roué de coups parce qu'en fait, il s'était enfui par peur de la police et qu'il avait oublié son attestation chez lui, alors même qu'il fait déjà un métier avec Deliveroo où on lui demande une cadence infernale. Donc ça, ce sont les éléments qui sont évidemment très graves en termes de mesures coercitives, mais ces mesures coercitives ont été aussi mises en place par une modification, à la fois parce que le gouvernement aujourd'hui dirige par ordonnance et aussi parce qu'il a fait passer une loi qui, en termes de droit du travail, est très grave. Alors, je vous le disais un peu plus tôt, on a un effet d'annonce qui a été fait sur les licenciements, qu'on allait limiter les licenciements, etc. Dans la réalité, en fait, c'est une augmentation de la durée maximale de travail par semaine, un travail du dimanche qui se fait sans autorisation administrative. Le gouvernement a promis qu'il donnerait une liste des métiers dans lesquels ce sera possible, mais en fait, la liste aujourd'hui n'est toujours pas connue. À la fois une modification par rapport aux congés, aux RTT, et en fait, on a toute une série d'employeurs qui aujourd'hui, en fait, imposent des congés et des RTT sur le moment de confinement pour les salariés. C'est le cas à la SNCF, c'est le cas dans les bibliothèques, c'est le cas aussi à AXA, par exemple. Et des inspecteurs du travail qui aujourd'hui sont dans l'impossibilité d'assurer la mission de contrôle. Alors, bon, il faut que j'essaie de conclure un petit peu ce qui se passe, mais pour donner quelques éléments en termes de contrer, lutter, se mobiliser. Alors évidemment, la situation, elle est très compliquée parce qu'on se retrouve quand même très isolé chez soi, et même dans le cadre du travail, il y a une grosse difficulté à lutter, à se mobiliser en termes de rapport de force. Dans toute une série d'endroits de travail, on a eu ce qu'en France, qui est le droit de retrait, c'est-à-dire si on se trouve face à un danger imminent et très grave, on peut se retirer de son travail en prévenant l'employeur. Alors, un des cas les plus emblématiques, c'est la Poste, où il y a eu plus de 10 000 salariés qui ont utilisé le droit de retrait. Mais ce qu'on peut dire, c'est que globalement, en fait, les syndicats sont tombés un peu, même s'ils ont critiqué certaines choses, certaines gestions, mais en fait, ils sont tombés un petit peu dans le piège de l'Union nationale, puisque clairement, il n'y a jamais eu d'appel à arrêter, par exemple, massivement le travail tous ensemble dans la production non essentielle. Ils ont soutenu évidemment les droits de retrait, mais ils n'ont pas appelé massivement à l'arrêt de ce travail-là. Ensuite, il y a évidemment, tout ça pose la question de l'organisation de la solidarité à grande échelle. Donc il y a des choses qui se mettent en place, des plateformes, notamment via les réseaux sociaux, mais aussi à plus petite échelle, des gens qui posent des mots dans les cages d'escalier. Évidemment, la contradiction de la France, c'est qu'à la fois le mouvement ouvrier reste quand même assez fort. En même temps, ce mouvement ouvrier aujourd'hui, c'est-à-dire les syndicats, n'organisent pas la solidarité concrète. Et en cela, par exemple, on a un retard avec ce que peuvent faire les camarades en Italie. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, l'enjeu des prochaines semaines en termes de confinement. Alors, un dernier mot, c'est que en fait, aujourd'hui, le gouvernement, il a changé un peu de fusil d'épaule. Donc, le confinement, il se tient jusqu'au 15 avril. Donc, je vous le disais, il adaptait son discours en fonction des masques. Aujourd'hui, il cherche en fait une solution pour sortir du confinement. La sortie du confinement, ils expliquent là maintenant que les gens devront sortir avec des masques que la population évidemment n'a pas accès, mais qu'on devrait les coudre, les fabriquer avec du plastique ou que sais-je encore, des masques alternatifs qu'ils disent depuis vendredi soir qu'en fait peut-être toute la population devrait porter. Et en fait, ils cherchent absolument à ce que l'économie reprenne
et à pouvoir recommencer les profits. Mais en réalité, nous, si on est pour la sortie du confinement, on sait que cette sortie du confinement ne pourra se faire que avec un plan d'urgence sanitaire et sociale qui soit massif. Première chose, l'arrêt tout de suite de la production non essentielle, la réquisition des entreprises et la réorientation de la production en fonction des besoins de la population. Ça, c'est des choses qui sont, à mon avis, essentielles. Tout de suite, un plan massif pour la santé. Ce sont toutes ces mesures-là qui sont importantes, mais surtout, on ne sortira pas du confinement tant qu'il n'y aura pas un dépistage massif de l'infection du Covid-19. Voilà, donc j'en ai fini sur mon introduction. Évidemment, je prends toutes les questions. Je vais d'ailleurs regarder ça tout de suite. Je me permets, enfin voilà, vous pouvez me poser des questions. Je vois les commentaires. Pour l'instant, j'ai pas de questions, mais donc je peux prendre des questions. Il suffit de commenter juste à gauche. S'il y a des choses qui n'ont pas été claires dans ce que j'ai expliqué ou des remarques. Je pense que j'ai pas manqué de questions. Non, j'ai que des bonjours et des merci, avec grand plaisir. Alors, oui, par rapport au masque bricolé, alors en fait, il y a une. Je vais préciser, hein, donc c'était vendredi soir dans le discours du ministère de la Santé, donc dans le point du soir, en fait, pendant la conférence de presse. Il a été posé la question par des journalistes, en fait, de la question des masques, puisqu'en fait, il y avait des nouvelles. En fait, il y avait des nouvelles positions, en fait, notamment de l'association des médecins, qui disaient qu'en fait, il fallait bien, en réalité, des masques pour l'ensemble de la population, hein, ce qui est assez logique, puisqu'en fait, quand même, le Covid-19 présente des cas asymptomatiques qui ont une charge virale. La charge virale est le cas dès le début de la contamination. Donc, c'est évident, en fait, que le masque pour tout le monde était quelque chose d'important en termes de protection. Et en fait, la seule réponse qu'ils peuvent avoir, c'est donc il a répondu en disant on est en train de réfléchir, donc il faudra effectivement probablement, surtout si on sort du confinement, que tout le monde porte des masques dans un premier temps. Et donc on se penche sur la question des masques alternatifs. On a vu que la population, c'était ça sa réponse, avait inventé des masques en tissu, des masques avec des visières, hein, donc qui permet donc de se protéger. Et donc il a dit oui, ces masques alternatifs peuvent être une solution pour la population, pour la population. Donc c'était assez osé, surtout après avoir dit avec tant d'aplomb que les masques ne servaient à rien. Alors, la sortie du confinement, l'ouverture des frontières, où se trouvent les priorités, l'ouverture des frontières. Euh, les voies contestataires après la crise. Bon, alors la sortie du confinement, à mon avis, elle est pas pour tout de suite. Comme je le disais, je pense que nous, de notre point de vue, en tout cas pour les anticapitalistes, les révolutionnaires, la sortie du confinement, elle ne peut que se faire que par la mise en place d'un plan d'urgence. S'il n'y a pas de dépistage, aujourd'hui, il est évident qu'il sera dangereux en fait de sortir du confinement. Donc ça ne peut se faire qu'avec un plan massif d'urgence sanitaire et sociale. Alors pour le gouvernement, ils sont un peu pris entre deux feux, c'est-à-dire à la fois une volonté de confiner parce qu'ils savent eux-mêmes qu'ils ne sont pas en capacité de gérer cette crise et en même temps
la crise économique qui est là qui est mondiale, et donc ils veulent absolument qu'il y ait la moins de perte de profit. Alors l'ouverture des frontières, ils en parlent pas du tout pour l'instant. Évidemment, je pense que ce sera une des dernières choses qu'ils lèveront entre guillemets. En tout cas, l'ouverture des frontières extra-européennes. Euh, donc voilà, il n'y a pas d'infos sur l'ouverture des frontières. Après, sur l'autoritarisme policier, oui, on sait qu'il y a de plus en plus de violences policières, surtout dans les quartiers où c'était le cas avant, c'est-à-dire les quartiers où il y a une forte population immigrée qui subit les violences policières depuis des dizaines d'années. Et donc ces violences-là, elles ont lieu aussi à ces endroits-là. Par ailleurs, il y a un abus policier, notamment en Île-de-France particulièrement, et puis dans les grandes villes, ce qui n'est pas forcément le cas dans les petites villes. Mais évidemment, il y a un arsenal policier qui est là, et donc il y a il y a beaucoup de témoignages, notamment j'ai lu le témoignage d'une avocate qui expliquait qu'elle avait dû plaider en fait pour défendre parce que l'attestation n'avait pas été recopiée entièrement, parce que les flics estimaient que ce qu'ils voyaient, ce n'était pas des achats de première nécessité. Donc évidemment, tout ça, c'était complètement illégal, les amendes qui avaient été demandées à ce moment-là. Mais en tout cas, elles avaient été demandées. Ça, ce sont toutes des dérives. Alors ces dérives, quelle contestation après la crise? Alors on espère tous qu'il y aura une réaction massive. On peut l'espérer. Malheureusement, on peut aussi avoir un peu peur. Et c'est pour ça que ça nécessite s'organiser, d'organiser la solidarité, parce que il y a de plus en plus, et comme c'est le cas en Italie d'ailleurs, j'en avais discuté avec les militantes et les militantes italiennes, de la question des délations. Il y a beaucoup ça, des gens qui pensent en fait s'occuper de la crise et qu'en dénonçant leurs voisins, en fait, la crise finira plus vite. Ça, c'est quelque chose qui fait assez peur. Je pense qu'il y a un effet d'isolement, et quand on est isolé, en fait, on a beaucoup plus tendance à ne pas voir qu'on est tous dans le même bateau. C'est d'ailleurs pour ça que voilà que la classe ouvrière est si forte entre elles, parce qu'au travail, on voit bien qu'on a les mêmes conditions de travail, qu'on est tous dans la même merde, et forcément, quand on est isolé, quand on est chacun chez soi, ben on perd cette conscience de classe. Alors pas complètement évidemment, mais un peu. Alors ce qui est sûr, c'est que la santé est très remontée, et ça c'est quelque chose forcément que le gouvernement va devoir payer. Il va devoir rendre des comptes par rapport à ça. Mais pareil, comme je le disais, les syndicats sont pas très mobilisés. Et par exemple, les organisations en termes politiques, la France Insoumise a voté au départ la loi d'urgence. Donc effectivement, ça c'est des choses qui, bon, on dirait qu'il y a une prise de conscience, mais elle est très lente. On peut pas dire que le mouvement ouvrier a été à la hauteur euh, des tâches, même si c'était assez difficile par ailleurs. Hein. Mais et c'est très difficile parce que on n'est pas habitué à militer quand on ne peut pas réellement militer, en tout cas de manière matérielle, quand on ne peut pas sortir de chez soi, etc. Quand on ne peut pas se réunir, quand on ne peut pas discuter. Ou en tout cas, on doit avoir d'autres moyens de discuter. C'est quelque chose auquel on n'était pas forcément habitué. Alors, je reprends les questions. Pardon, je suis un peu. Alors, qui sont responsables de cette situation? Alors, désolée, je prends un peu de temps pour lire. Alors, la situation catastrophique en Belgique. Mais les résultats, alors, oui, par ailleurs, le nombre de morts, ça peut être quelque chose d'assez anxiogène. Là, nous, ils décomptent les morts. Effectivement, nous, on a une hécatombe aussi, donc les homes, c'est les maisons de retraite. Donc, dans les maisons de retraite, on a une grosse hécatombe, comme je le disais, parce qu'en fait, le personnel soignant n'a absolument pas, donc les aides-soignants qui se retrouvent dans les EHPAD n'ont absolument pas de moyens de protection. Et évidemment, tout ce qui est dans des espaces où il y a enfin, où il y a des personnes qui se côtoient, mais en plus, dans le cas des EHPAD, où ce sont les personnes les plus à risque au regard de l'épidémie, en fait,
clairement, il y a eu une mauvaise gestion de la crise dans les EHPAD. Et donc, ça pose des questions, mais c'était des questions en fait qui étaient déjà là au préalable. C'est la manière dont on traite nos vieux en fait dans les pays capitalistes aujourd'hui, et notamment dans ces maisons de retraite où on donne absolument pas de moyens et où en fait on, ils ont des conditions de vie qui sont absolument atroces. Et donc, cette épidémie, elle révèle ça, mais c'était quelque chose qui, par ailleurs, existait déjà au préalable. Euh, alors, donc, je cherche les questions, pardon. En Belgique, ils parlent beaucoup de la reprise économique, plus que des malades. D'ailleurs, c'est du moins mon impression. Aborde-t-il la question de la dette, qui n'en est pas une, on est d'accord. Donc, oui, nous aussi en fait. Hein, par ailleurs, tout ce que je donnais comme élément sur, on parle beaucoup de la crise économique. Et d'ailleurs, Macron, dans son annonce sur la suspension des loyers, certaines personnes avaient cru au départ que Macron allait suspendre le paiement des loyers pour les gens qui se retrouvent dans la précarité. En fait, c'était pour les entreprises. Hein. Donc, par exemple, il y a eu suspension des loyers, du paiement des loyers pendant la crise pour les entreprises, mais par exemple pas pour les gens les plus précaires, y compris qui ont perdu leur emploi. Donc là, encore une fois, il y a des mesures qui pouvaient être prises et qui n'ont clairement pas été prises. Évidemment, la crise économique, ils en parlent, et d'ailleurs c'est pour ça en réalité qu'on a la sensation que cette loi qui est censée être des mesures d'urgence, que je disais sur le code du travail qui a été modifié, en fait va être maintenue après la crise sous prétexte de la crise économique, et donc avec des situations pour les salariés. On était déjà depuis plusieurs années avec une attaque claire du droit du travail. Là, on a atteint des sommets en France. Ainsi, on va vers une augmentation de la durée maximale de travail qui pourrait aller très très loin. Le travail le dimanche qui est renforcé, alors que par ailleurs il y a déjà beaucoup de travail le dimanche en France. Et toute cette affaire des congés, hein, des congés qu'on impose aux salariés, donc qui vont se retrouver en fait avec la fin du confinement, à avoir déjà grillé tous leurs congés. Et donc ça va être quand même quelque chose en termes de vie en fait qui va être radicalement changé. Et donc, le chantage à l'emploi, par exemple chez Amazon ou chez Euro Disney. Alors, le chantage à l'emploi, en fait, c'est c'est pour ça aussi qu'il y a, bon, il y a deux choses. C'est que, en fait, le gouvernement aurait pu contraindre les entreprises qui faisaient de la production non essentielle à s'arrêter tout simplement. À s'arrêter tout simplement en obligeant ces fermetures ou même en réquisitionnant les entreprises pour en faire de la enfin, voilà, pour en faire justement quelque chose de possible pour les salariés qui puissent arrêter de travailler. Aujourd'hui, ce sont les salariés en fait les plus précaires qui n'ont pas le choix en fait qui vont continuer à travailler. Alors, on me dit une question. Alors, pardon, j'avais pas vu une autre question sur les mouvements de grève en France. Alors, comme je le disais, en fait, il y a aujourd'hui, pour l'instant, pas vraiment de grève en France. En fait, nous, on a cet article de loi dans le Code du travail qui permet aux salariés de faire valoir leur droit de retrait, c'est-à-dire d'arrêter le travail s'ils sont mis en danger d'un point de vue sanitaire. Euh, voilà, s'ils sont face à un danger imminent et grave, ils peuvent se retirer de leur travail. La seule chose qu'ils doivent faire, c'est prévenir leur employeur. Mais leur employeur n'a pas le droit de leur dire non. Le droit de retrait, c'est un droit des travailleurs. Alors après, tout se discute parce que par ailleurs, il y a des employeurs qui, à mon avis, vont traîner après le confinement toute une série de salariés voilà, devant les tribunaux pour contredire ce droit de retrait. Mais en tout cas, il a été utilisé. Et il a été utilisé beaucoup, et notamment dans certaines entreprises privées comme à PSA, où ça a été utilisé. D'ailleurs, ça a contraint PSA pendant une semaine à certaines usines de PSA à fermer. Mais en réalité, ils ont repris le travail tout de suite après.
Et il faut savoir que dans les usines PSA, notamment PSA à Mulhouse, il y avait énormément de cas de Covid-19. Il y avait des tests qui avaient été faits sur certains salariés. Et en fait, on ne disait pas aux autres salariés qu'ils avaient un collègue qui avait été infecté. Et donc, ils ne savaient pas s'ils avaient côtoyé ce collègue, etc. Il n'y avait rien qui était dit. Et donc, on continuait en fait à infecter et rien n'était fait pour empêcher la production. Alors, les grèves, non, pour l'instant, il n'y a pas eu de grève. Comme je le dis, les syndicats sont quand même assez en dessous de tout. Ils appellent, ils soutiennent le droit de retrait, mais ils n'ont pas appelé à la grève massivement pour arrêter notamment la production non essentielle. Ça, il y a pas eu ça, alors que justement on sortait d'une grève massive en France, une des plus grosses grèves qu'on avait vécues depuis plusieurs années, qui était le mouvement des retraites. Donc à la fois cette grève nous renforce parce que elle permet que pour une grande majorité de la population, le gouvernement Macron n'est pas légitime, hein, même si le confinement et les mesures pour l'instant du gouvernement sont plutôt soutenues par la population, enfin selon les sondages, même si ça commence à se fissurer, mais en tout cas le gouvernement lui-même et notamment par rapport à sa gestion de la crise qui a été quand même très tardive. Encore une fois, comme je le disais, le maintien des élections municipales, eh bien, on se retrouve dans une situation où quand même le gouvernement n'est pas très légitime. Il est quand même largement critiqué. Mais clairement, les syndicats aujourd'hui n'organisent pas, à mon avis, assez euh, la lutte contre, à la fois contre le Covid-19, c'est-à-dire en permettant de dire maintenant ça suffit, il faut arrêter la production non essentielle, même s'ils ont pu faire des discours, mais voilà, en disant maintenant tous les salariés qui ne sont pas nécessaires aux besoins de la population en ce moment arrêtent le travail, c'est quelque chose qui n'a pas été fait, qui aurait pu être fait, qui ne semblait pas délirant, y compris parce que je pense que toute une série de salariés sont devant leur urgence sanitaire propre, individuelle, et ils ont peur, et à raison d'ailleurs. Donc ça, ces choses-là n'ont pas été faites encore une fois par les syndicats. Donc, euh, donc voilà, on se retrouve dans une situation où ces organisations du mouvement ouvrier, qui sont quand même très grosses, n'organisent pas non plus la solidarité. Donc il y a des réseaux qui se montent, mais qui sont beaucoup plus lents à monter que dans des pays où il y avait déjà des expériences euh, sur sur la vie sociale qui était mis en place, comme en Italie, ça a été fait autour de centres sociaux, etc. Il y avait énormément la solidarité qui était mise en place avec des formes de mutualisme. Voilà, nous, on doit recommencer et c'est pas sur les syndicats qu'il faut compter pour organiser cette solidarité. En tout cas, pas au niveau national, c'est pas le cas. Non, il ne peut pas être attaqué pour mise en danger d'autrui si le patron, en tout cas pas pour l'instant, parce que en fait il y a le secret médical. Et donc en fait, il y a eu une bataille en fait entre les CHSCT qui sont en fait les comités d'hygiène et de sécurité dans les entreprises où il y a des élus et des bagarres entre l'employeur et donc ces comités d'hygiène et de sécurité entre les élus syndicaux sur justement la question de dévoiler le secret médical. Donc il y avait une bataille autour de ça. En gros, l'employeur disait qu'il a été soumis au secret médical. Et évidemment, les salariés disaient qu'il y avait un gros problème, puisqu'en fait, par exemple, ils pouvaient avoir un de leurs collègues sur la chaîne qui avait été infecté, et qu'en fait, ils ne savaient pas qu'il avait été infecté, et que eux-mêmes, du coup, devaient se mettre en quarantaine. Et donc, il y a eu toutes ces questions-là. Alors, je ne sais pas si j'ai d'autres questions entre-temps. Oui, en fait, on me demande là si, en fait, c'est vrai que c'est les mêmes politiques dans les différents pays européens. Alors évidemment, il y a eu des politiques différentes. En Allemagne, il y a eu des dépistages massifs qui a montré quand même ses preuves par ailleurs. En Angleterre, euh, ils ont tardé énormément sur la question
Sur la question du confinement, c'est de manière assez dramatique d'ailleurs. Je pense que c'était le cas aussi aux Pays-Bas, par exemple. Mais c'est vrai qu'on se retrouve maintenant, en vérité, dans tout le même type de politique des pays européens. La Belgique, je pense que c'est à peu près la même chose, de ce que j'en sais. Et donc, on se retrouve effectivement avec les mêmes politiques. Et c'est clair que la solidarité internationale se pose, mais en fait, elle se pose même de manière plus importante que cela, parce qu'en fait, on le sait, en ce moment, les pays du Sud commencent à être touchés par la pandémie de manière dramatique. C'est le cas en Amérique latine, c'est le cas aussi en Afrique du Sud notamment, où il y a énormément de cas. Et en fait, on sait qu'au moment où nous, on va, comme je le disais, nous, là, on va passer le pic, et normalement, ça va commencer à redescendre, même si l'épidémie sera probablement pas terminée, puisqu'il va y avoir des rebonds, on parle de la deuxième vague à partir de l'automne, etc. Donc tout ça, c'est à discuter. Mais que nous, quand ça va baisser, en fait, les pays du Sud vont se retrouver face à l'épidémie en sachant qu'ils vont se retrouver dans une situation encore plus dramatique que la nôtre par rapport au système de santé, à la pauvreté, etc. Et là, à mon avis, on a des grosses tâches de solidarité internationale qu'il faut mettre en place de manière très concrète et qu'il faut déjà réfléchir. Parce que, évidemment, c'était le cas d'ailleurs hein, en Chine par rapport qui avait pu être qui se posait en fait sur toute une série de régions. Mais en tout cas, c'est clair qu'on aura une grosse tâche de solidarité internationale. À mon avis, ça va être. On doit réfléchir. En tout cas, cette pandémie pose la question, à mon avis, de plusieurs éléments. Un, à quel point le système capitaliste nous fait foncer droit dans le mur. Alors, on a discuté de toutes les questions écologiques, évidemment, qui ont permis cette crise. Mais aujourd'hui, concrètement, maintenant que la crise est là, c'est aussi la question de la réorganisation de la production. Comment on produit, qui produit, pour qui, et des besoins de la population. Et là, en fait, on sait qu'on pourrait faire autrement. En fait, il y a plein d'entreprises de voitures qui ont dit qu'en fait, elles pouvaient produire des respirateurs. Donc, en fait, si elles peuvent produire des respirateurs, ça pose la question de la planification de l'économie en fonction des besoins de la population. Donc, clairement, de changer de système de société. Le capitalisme, aujourd'hui, il nous envoie dans une crise majeure, sanitaire, sociale, économique, et il faut en changer. Donc ça, à mon avis, c'est ces éléments-là. Mais ce système-là, évidemment, il se fait à une échelle internationale, et cette pandémie, elle nous rappelle à quel point la solidarité internationale, s'organiser à l'échelle internationale, construire des solidarités à l'échelle internationale et des luttes et des convergences de nos luttes à l'échelle internationale, c'est clairement quelque chose qui est ultra importante et nécessaire. Alors je sais pas s'il y a encore des questions, je pense pas. Je pense pas que j'en ai manqué. Peut-être j'en ai manqué, mais on m'a dit dans l'oreillette que à 55, il fallait s'arrêter pour que tout le monde puisse aller faire du bruit, applaudir les soignantes, mettre des banderoles à ses fenêtres ou construire des manifs confinés. Euh, mais alors on parle de solidarité européenne qui n'est pas au rendez-vous. Comment imaginer un meilleur scénario pour les pays du Sud? Alors, c'est difficile d'imaginer des meilleurs scénarios aujourd'hui, surtout à notre petite échelle, c'est toujours difficile. C'est- Je pense que c'est quelque chose de difficile, mais que malgré tout, je pense qu'il faut commencer par construire la solidarité effective en montant des réseaux de solidarité massifs. Et il faut aussi penser dans nos organisations, pour ceux qui sont militants, pour les autres, il faut s'organiser. Il faut s'organiser d'une manière ou d'une autre. Il ne faut pas rester seul face à la pandémie. Ça, c'est quelque chose qui est quelque chose d'important. Et donc, en fait, des réseaux internationaux de solidarité, ils existent déjà. Il faut les activer. C'est nos principales tâches pour l'heure. Évidemment, c'est très difficile là, en plein milieu de la pandémie, de réfléchir à une solution tout de suite. Mais en fait, des solutions, il y en a. C'est comment on va contraindre, comment on va réussir à être dans un rapport de force pour imposer ces solutions pour sortir de cette crise. Parce qu'il ne faut pas croire qu'il n'y a pas de solution à cette crise. Il y en a,
encore une fois, si les gouvernements voulaient tester massivement la population, ils pourraient le faire. Ils pourraient le faire, il y a eu les preuves matérielles. S'ils voulaient réorienter la production pour produire un maximum de masques, y compris des masques qui pourraient par ailleurs ne pas être jetables, des solutions, ils pourraient en trouver. Réorienter la production, réorienter la recherche scientifique pour qu'elle serve aux besoins de la population, c'est possible. Donc la question, c'est comment on va réussir à construire ce rapport de force pour modifier ces choses-là. Et ça, je pense que ça passe évidemment par s'organiser au niveau du travail pour celles et ceux qui continuent de travailler, même peut-être pour celles et ceux qui sont encore en télétravail, et s'attendre à la sortie du confinement parce qu'elle va arriver à un moment donné ou un autre, et à ce moment-là, il faudra construire le rapport de force en termes de manifestations, de grèves, de manifestations pour la santé. Et donc voilà, je vais m'arrêter là, mais voilà, comme on dit, nous au niveau du NPA, vraiment cette question-là, elle pose quelque chose de basique, c'est que pour le capitalisme, c'est le profit avant tout. Et nous, on pense que nos vies, à tous et à toutes, elles valent plus que leur profit. Et je pense que ce slogan n'a jamais été autant d'actualité. Voilà, je suis désolée, je peux pas répondre à d'autres questions parce que il faut s'arrêter. Mais voilà, en tout cas, j'ai été très d'avoir été invitée par les camarades belges, euh, les camarades belges pour discuter de la situation en France. Je souhaite à tout le monde évidemment un courage, de belle solidarité, et puis on se revoit très bientôt.